Alors maintenant que nous avons trouvé le chemin pour nous refaire une santé financière solide et pérenne, nous allons pouvoir reparler numérique, de nos rapports avec les acteurs du numérique, donc sous la conduite d'Antoine Ferré. Antoine qui est directeur de la mission numérique et non pas financière à l'USH. Et Antoine donc, qui va être accompagné au niveau de cette table ronde par Christophe Ludwikowski, qui est président de l'association Logique, le club Logique, les utilisateurs d'Iron, Henri Fournial, d'Habitat en Région, de Pierre-François Guiffès, qui est président de la commission numérique de la Fédération des ESH, membre du directoire de la SNI. Donc le risque est avéré. Et Charles Berdugo, fondateur de ma-résidence.fr. Voilà, messieurs, Antoine, je vous laisse la main. J'ai la carte de visite de Marie. Nous préférons peut-être aller la voir directement. Enfin, je ne voudrais pas vous vexer. Bonjour, donc merci de m'accueillir pour ouvrir cette table ronde intitulée « Organisme HLM, quel degré de liberté vis-à-vis des acteurs du numérique ?» Et vous avez vu qu'ils étaient nombreux et la démonstration de la Poste nous montrait qu'on avait peut-être intérêt à regarder la stratégie des plus gros d'entre eux qui ont bouleversé le paysage au cours des dernières années. Donc on a parlé de la journée abscisse du 28 janvier et à cette occasion nous avions identifié les 3 obstacles les plus souvent cités qui ralentissaient la transformation numérique des entreprises, et ces obstacles sont même devant celui qui était traditionnellement mis en évidence et qui était la difficulté de changer l'organisation de l'entreprise du fait de la lourdeur des systèmes, de la lourdeur des processus trop figés. Ces 3 obstacles qui sont cités aujourd'hui sont la difficile coordination des données, la pénurie de salariés dotés de compétences numériques appropriées, et enfin la priorité des revenus à court terme allant à l'encontre d'un processus de transformation à long terme. On a parlé ce matin de BIM Gestion, c'est un projet de 4 ou 5 ans, ça ne s'engage pas comme ça en claquant dans les doigts. Et donc ces difficultés, elles sont bien sûr aussi à mettre en regard avec l'existant en matière de ressources informatiques. On parle de numérique, mais c'est vrai que c'est quand même fortement assis sur de l'informatique. Et aujourd'hui, les organismes d'HLM, comme la plupart des entreprises, utilisent un système d'information qui est très fortement structuré par le progiciel de gestion, mais qui est évidemment systématiquement complété par des applications tierces interfacées plus ou moins facilement avec ce progiciel. Alors la réalité de cet existant, et c'est vrai qu'on l'entend souvent, qui peut être perçu comme un poids, les potentialités offertes par les solutions nouvelles permises par les évolutions technologiques rapides justifient donc bien le thème de notre table ronde. Quel degré de liberté avez-vous vis-à-vis des acteurs du numérique ? Avec les organisateurs et Patrice Tillet, que j'excuse, qui devait animer la table ronde avec moi, mais qui a eu un empêchement, on souhaitait vous proposer une série d'interventions, en commençant donc par des questions à Christophe Ludwikowski, qui est donc président de l'association Logique, qui fédère les utilisateurs d'un de ces progiciels, Portalimo, de l'éditeur Aaron France, et qui est au cœur, bien sûr, du SI de nombreux bailleurs. Alors, j'ai quelques questions à vous poser, Christophe. Les progiciels sont parfois taxés de rigidité, que ce soit par rapport à leur modèle de facturation ou à leur capacité d'adaptation. Quelle est la perception qu'ont les adhérents de l'association Logique de leur logiciel ou de leur progiciel ? Bon, alors, d'abord, je m'excuse de faire partie de cette table ronde un peu de casseur de rêves, puisque ce matin, on était un peu dans la transformation numérique et on était effectivement en train de se dire que le monde évolue et qu'on allait avoir plein de nouvelles opportunités devant nous. Là, on revient un petit peu les pieds sur terre, effectivement, mais pour autant, mon discours va essayer d'être
un poil optimiste quand même pour pas briser complètement ce rêve de transformation numérique. Tout d'abord 2 mots, mais alors vraiment 2 mots sur Logic. Donc nous sommes une association de loi de 1901. J'insiste un peu là-dessus pour justement préciser que nous ne sommes pas un club utilisateur émanant de l'éditeur. Il s'agit bien d'une association avec ses statuts, avec son indépendance et donc avec également tout le répondant qu'elle doit avoir vis-à-vis de ses adhérents. Les adhérents étant donc 75 organismes à ramener sur 90 clients de la solution PIH, donc un pourcentage quand même assez représentatif, je dirais. Alors j'ai mon prompteur numérique. Alors le ressenti de rigidité, alors effectivement c'est un discours répandu qui n'est pas complètement erroné d'ailleurs, et qu'on retrouve pour l'ensemble des progiciels du marché des ERP bailleurs sociaux. Quand on discute avec d'autres associations utilisateurs, on retrouve ces mêmes problématiques partout. Ce n'est pas propre à PIH ou à Logic. Pourquoi ? Je dirais que déjà nous sommes dans une situation de marché imparfait. On n'est pas dans une situation de monopole, mais enfin c'est 4 acteurs qui se partagent le marché et sans les taxer de s'entendre notamment sur la politique tarifaire, on peut au moins constater qu'ils s'entendent sur le maintien d'un certain niveau de prix relativement élevé. Ça, c'est un constat que tout le monde fait. Et pourtant, on a besoin de ces éditeurs parce qu'ils constituent l'épine dorsale de notre système d'information. Donc la difficulté, elle est bien là. Les éditeurs d'ERP, j'ai tendance à dire maintenant un peu historiquement, se sentent en position de force vis-à-vis de leurs clients et essayent de se positionner comme des points de passage obligés. Le paradoxe, c'est qu'à partir du moment où les organismes changent de moins en moins souvent d'éditeur, certes, nous sommes fortement liés à l'éditeur, mais l'éditeur, il est fortement lié à nous. Et c'est un peu tout le discours qu'on essaye aujourd'hui de faire passer à travers l'association utilisateur, c'est de leur dire qu'ils sont également dépendants de nous dans la mesure où leur chiffre d'affaires, il est dépendant de leur clientèle. Donc nous sommes captifs de l'éditeur, ils sont captifs de nous. Et à partir de là, ça nous offre peut-être un point d'appui qu'on essaye de pousser à travers des discussions pour faire évoluer petit à petit l'éditeur vers un autre discours. Bon, concernant le modèle économique, il dépend effectivement assez fortement de l'éditeur. Nous, le choix qui est fait au niveau de Logic, c'est de ne pas être rentré dans un modèle de souscription qu'on retrouve par ailleurs. Je critiquerai ni l'un ni l'autre. C'est aussi pour un souci d'indépendance. On ne souhaitait pas en fait gérer des fonds au titre de nos adhérents qu'on redistribuait ensuite à l'éditeur. Donc dans la relation contractuelle et dans la facturation, l'association Logic ne rentre en aucune façon dans ce cadre-là. Alors nous avons en revanche travaillé sur essentiellement, on va dire, le contenu. Aujourd'hui, Areon a un modèle économique où il nous propose tous les 5 ans de repartir sur une version qu'ils appellent version majeure, qui en fait sont un certain nombre d'évolutions. Et on a plutôt choisi de travailler sur l'établissement d'une roadmap commune, c'est-à-dire être en capacité, nous, associations utilisateurs, de discuter avec Areon du contenu des versions qu'ils vont nous livrer. Alors, sur la capacité d'adaptation. Oui, et peut-être juste avant sur le modèle économique, quand on entend parler d'évolution réglementaire ou autre, parfois on nous dit oui, mais il n'y a qu'à mettre ça dans le réglementaire. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire, à titre d'illustration, avec votre éditeur, quel est le modèle financier qui permet justement de tenir compte du réglementaire et quelles sont les options que vous avez choisies en évoluant dans vos négociations avec eux ? Alors, en fait, il y a eu à un moment donné une négociation pour remettre à plat l'ensemble des contrats de maintenance
qui était lié au fait que chacun avait un petit peu un contrat de maintenance différent. Donc on a redéfini des contrats cadres, qui ne sont d'ailleurs que des contrats cadres. Hein. Chaque organisme est tout à fait, s'il le souhaite, à même de rediscuter des clauses avec Areon et de définir un autre contrat, avec 3 niveaux de maintenance. Un premier niveau qui s'appelle bronze, qui ne donne accès, je dirais, qu'au support, aux corrections d'anomalies. Un deuxième niveau qui s'appelle Gold, qui en sus donne l'accès à toutes les évolutions réglementaires. Et le troisième niveau, Platinum, lui, donne l'accès à toutes les évolutions réglementaires et à toutes les nouvelles releases qui sortent, hors, je dirais, cadre technologique complètement changeant. Quelque chose qui ne s'est jamais positionné jusqu'ici. Ça signifie qu'il y a 3 niveaux de contrat de maintenance avec 3 pourcentages et 3 niveaux de services différents. Ce qui veut dire effectivement que la réactivité de l'éditeur peut être, contrairement à ce qu'on entend parfois, différente selon le client. Si selon le contrat qu'a pris le client, un impact réglementaire, par exemple, sera coûteux ou sera intégré dans l'évolution du logiciel qu'il aura préfinancé. C'est des modèles qui se mettent en place. D'autant que selon le niveau de contrat, on dispose aussi de temps de réponse différents, avec la possibilité, si on veut, de mettre en place des pénalités, hein, qui là, effectivement, peuvent aussi être renégociées un peu par tout à chacun, mais disons que c'est prévu dans le contrat. On a des garanties de temps d'intervention, des garanties de temps de rétablissement, et après, charge à chacun de voir est-ce qu'il les calcule, est-ce qu'il les applique, mais en tout cas, dans le contrat cadre, ce sont des choses qui sont prévues aujourd'hui. Merci pour rentrer peut-être plus dans des exemples concrets par rapport à quelques évolutions récentes, justement, d'origine réglementaire, comme le SNE, dans lequel beaucoup sont et qui va beaucoup changer dans les semaines et mois qui viennent, et donc le dossier unique, ou des évolutions conventionnelles, comme par exemple la téléprocédure idéale avec la CNAF et les CAF qui ont été proposées. Et donc ces évolutions ont nécessité de développer de nouvelles fonctionnalités. Sur ces exemples, comment avez-vous travaillé avec l'éditeur ? Alors, il y a des exemples effectivement là très variés. Hein. Sur le SNE, on a été, je pense, un peu comme tout à chacun. Je parle de la première version, pris par le temps, et effectivement, on a plutôt subi qui était véritablement moteur sur ce sujet-là. Sur les versions suivantes et également sur d'autres sujets tels que la CNIL, on a obtenu de travailler avec l'éditeur sur les spécifications, c'est-à-dire sur ce qu'on mettait dans ces évolutions réglementaires. Le souci de l'évolution réglementaire, c'est qu'on peut nous dire notre produit le fait, d'accord, mais si vous avez 1000 écritures sur les comptes locataires à générer à la main, il y a toujours un niveau entre ce qui est réglementaire et le produit permet d'y répondre, et puis le confort d'utilisation qu'on associe à cette évolution réglementaire. Et puis pour terminer, pour Idéal, je dirais que là, c'était ce qui a joué contre nous, c'est le caractère facultatif, puisqu'à partir du moment où c'était facultatif, il a été considéré que ce n'était pas du réglementaire. Et Areon a développé un module qu'il a commercialisé à ses premiers clients qui étaient intéressés pour aller sur Idéal. À partir de là, nous, tout ce qu'on a pu obtenir derrière en tant qu'association utilisateur, c'est de mettre en place une politique d'achat groupée sur une période limitée qui permettait d'obtenir des pourcentages de gains par rapport au nombre d'utilisateurs, au nombre d'organismes qui souhaitaient acheter en même temps. En quelque sorte, une réduction par rapport au volume d'achat. Donc en fait, un dispositif qui n'est pas vraiment monolithique vis-à-vis de la relation avec l'éditeur, enfin un éditeur particulier, mais c'est bien sûr pareil pour les autres éditeurs. Et moi, je relève l'observation qui me paraît intéressante de savoir, par exemple, sur une évolution réglementaire, le fait de le mettre à charge de l'éditeur, ça ne suffit pas. Enfin, je prendrai quelques exemples un peu provocateurs que vous avez connus il y a quelques années sur les radiations du SNE qui n'allaient pas assez vite et pour lesquelles l'éditeur n'avait pas fait ce qu'il fallait.
à un moment, vous avez été obligé, enfin beaucoup d'entre vous, de payer des gens à faire des saisies directes dans le SNE. On peut peut-être s'interroger en matière de retour sur investissement si une anticipation n'avait pas été plus importante dans la modification du logiciel qui avait été demandé au moment de la mise en place du SNE, si peut-être on ne s'était pas, entre guillemets, contenté du minimum, peut-être qu'en payant un peu plus à l'éditeur, je suis provocateur, vous auriez peut-être économisé des ETP en décembre et en novembre 2014 pour remplir le SNE. Enfin, ce que je veux montrer, c'est que peut-être il y a des dispositions qui sont différentes selon les dispositifs. Et pour être encore plus provocateur, j'imagine ce que ça aurait été si l'Union avait demandé qu'Idéal devienne réglementaire. Je crois qu'il y a des Bretons dans la salle. Là, je pense qu'on serait absolument mort. Donc, évidemment, il y a des contraintes. Si c'est pas réglementaire, ça va coûter plus cher. Si c'est réglementaire, c'est peut-être pas à nous de le demander. Donc, ceci dit, pour être provocateur, si on commence à proposer à nos éditeurs de les payer à chaque fois qu'il y a une évolution réglementaire qui sort, ils vont être ravis. Hein. Évidemment, mais après, ce sera à vous d'arbitrer si vous préférez payer des gens à faire des choses à la main ou optimiser le dispositif. Mais donc, c'est plus une image pour ouvrir le débat sur qu'est-ce qu'on peut attendre de l'éditeur et quel moyen de négociation peut-on avoir avec lui. Pour les applications d'autres éditeurs, donc on a dit le logiciel, c'est le cœur du dispositif, qui sont choisis par les organismes clients. Comment sont gérées les interfaces indispensables avec le logiciel et quelles sont les éventuelles difficultés en termes techniques ou financiers ? Alors ça, c'est très très compliqué dans la mesure où effectivement ce qu'on annonce dans un premier temps, c'est souvent on a déjà un module qui existe et passer par notre module parce que de toute manière, sans ça, on ne vous propose pas d'interface ou alors à prix d'or et les autres éditeurs ne sauront pas faire l'interface. Donc là, tout le discours de l'association utilisateur, c'est justement de dire qu'aujourd'hui, on a des nouvelles opportunités qui se présentent. On l'a vu à travers tout un tas d'exemples qui ont été fournis ce matin ou des exemples qui ont été fournis à Apsis. Et qu'on ne doit pas s'interdire d'y aller et de profiter de ces opportunités. Donc j'avoue qu'il y a un gros débat. D'ailleurs, tu as participé à une partie du débat la semaine dernière à l'issue d'Apsis avec Areon. Il y a un gros débat et le discours qu'on leur martèle, c'est vous n'avez pas le droit d'empêcher le client de faire un choix qui n'est pas le vôtre. Si vos offres sont pertinentes, si elles sont à prix correct, évidemment, on a tout intérêt à partir avec vous parce que l'interface, quelque part, elle peut être native et donc il y a peut-être plus de facilité de mise en œuvre. Mais en tout cas, ça doit être un choix et on doit être en capacité de mettre votre solution en concurrence avec les autres. Alors, pour la petite histoire, à Valoffice Habitat, on a fait un appel d'offres très récemment sur l'état des lieux. Il y avait 3 solutions qui se sont présentées, une solution indépendante, et puis 2 gros éditeurs du marché, donc le nôtre, PIH, et le 3e larron étant Sopra. Donc Sopra qui essaye de rentrer sur des marchés de clients PIH. Sans vous donner le nom des entreprises, je vous dirais juste évidemment que l'indépendant était le moins cher, mais les ratios c'était 1, 2 et 3. C'est-à-dire qu'entre l'offre la moins chère de l'indépendant, sur laquelle certes il y a un travail d'interface à faire, mais aussi avec des opportunités liées à la taille de l'entreprise, liées à justement le fait qu'ils rentrent sur le marché et qu'ils vont avoir envie de nous développer une solution un petit peu plus aux petits oignons, et des éditeurs du marché, on passe quand même du simple au double. Alors, on peut quand même se demander si, pour 150 000 €, on ne peut pas se faire une belle interface. Donc finalement, on a quand même, enfin vous avez quand même apparemment quelques marges de manœuvre. Je fais une petite parenthèse, je ne suis pas en train de vérifier le cours de mes actions, c'est simplement que j'attendais la réponse de Pierre-François Gouifès qui nous dit qu'il est en train d'arriver. Mais bon, je ne sais pas où en sont mes actions, que je n'ai pas d'ailleurs. Mais peu importe, c'était pas ça l'objectif du smartphone. Et peut-être pour terminer, plus globalement, avez-vous des souhaits d'amélioration ou envisagez-vous des évolutions dans les
les relations entre l'association Logique et votre éditeur? Alors moi, je dirais amélioration de relations autour de l'association Logique au sens large. J'insiste sur le fait que nous ne sommes qu'une courroie de transmission. Hein. Nous avons des adhérents et donc nous avons la relation avec l'éditeur, mais nous avons aussi la relation avec nos adhérents. Il est important que le discours que porte le CA quand il rencontre l'équipe d'Areon, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois, soit le discours porté par l'ensemble des adhérents. Et je pense que là, on a une vraie marge de progression. On est peut-être effectivement avec une marge de manœuvre encore à trouver en ce qui nous concerne autour de la communication. Je pense qu'on ne communique pas assez association vers les adhérents. Et de l'autre côté, on a du mal aussi à avoir des retours. Donc je profite de la tribune là, qui est un peu offerte. Il doit y avoir quelques clients PIH, mais surtout n'oubliez pas que c'est l'organisme qui est adhérent de l'association. C'est l'organisme qui a la main. Et donc, vous avez des représentants dans ces associations. Ils sont là pour porter vos messages, vos préoccupations, vos problèmes. Et nous sommes là pour relayer le message vers Areon. On a la chance de pouvoir les rencontrer tous les 2 mois. Ça se passe de manière franche, cordiale, mais parfois un peu houleuse, il faut bien le dire. Et je pense que ce sont ces messages-là qui vont permettre petit à petit, parce que c'est pas gagné, et on est vraiment dans une politique de progression à très petits pas, de les faire évoluer pour avoir un produit qui soit plus ouvert et un produit qui répond mieux à nos besoins globalement. Parce qu'il ne faut pas oublier le cœur de métier aussi. Il n'y a pas que les nouveaux modules. Merci. Et un minimum de pérennité, de sécurité du système dont évidemment vous avez besoin. Merci Christophe Ludwikowski. On a fait un panorama donc vu du logiciel et de son poids. On va changer de perspective avec Charles Berdugo, marésidence.fr. Donc vous proposez aux bailleurs HLM, mais aussi aux collectivités d'apporter de nouveaux services à leurs clients locataires. Est-ce que vous pouvez nous préciser, pour démarrer en quelques minutes, quel est le contenu de cette offre marésidence.fr ? Bonjour. Marésidence.fr est une plateforme d'entraide et d'échange entre voisins. C'est un réseau social de proximité. Il permet de mettre en relation des voisins entre eux, à l'échelle de leur quartier ou de leur immeuble, qui est comme notre grande spécificité. Et l'idée, c'est de pouvoir leur permettre de s'entraider, d'échanger. C'est vraiment une facilitation du quotidien. Je cherche une nounou, qui est-ce qui peut aider ma grand-mère, qui est-ce qui peut m'aider à monter mon armoire. Et évidemment, je peux géolocaliser mon besoin en fonction de sa nature, parce que si je cherche quelqu'un pour arroser mes plantes, je préfère que m'adresser à quelqu'un de mon immeuble, et peut-être je vais m'ouvrir au quartier, voire plus loin, en fonction de mes centres d'intérêt et de mes besoins. Donc c'est d'abord une plateforme d'entraide et d'échange qui s'inscrit dans l'habitat, dans la résidence, et naturellement, on vient trouver 2 espaces, un espace de son quartier ou de sa ville pour s'acquérir de ce qui est passé dans son quotidien, et puis un espace dédié à son immeuble, qui est évidemment un espace privatif, non visible de l'extérieur, qui me permet d'échanger avec les voisins de mon immeuble sans être visible. Le deuxième sujet qu'on vient traiter et porter sur marésidence.fr, outre ce grand sujet qui est le lien social grâce au numérique, c'est le deuxième sujet qui est celui de l'information de proximité. Personne d'entre vous n'est parti ce matin pianoter pour aller sur les sites internet de ces associations de proximité, de ces commerçants. Vous n'allez même pas sur l'extranet de votre syndic ou de votre bailleur. Vous n'allez même pas sur le site de la mairie, sauf si vous avez des besoins institutionnels. Et en fait, on se rend compte qu'on participe très peu à notre vie locale parce que nous ne sommes pas informés. Nous n'allons pas chercher ces informations-là. Et finalement, on attend que ces informations viennent à nous. Alors, évidemment, il y a des dissensions connu, historique du français qui déteste son syndic, etc. Et en fait, le syndic, souvent, il est structuré, il a un extranet, il met là ses informations, mais évidemment, on ne va pas les chercher. Et donc, le point là, c'est de pouvoir, outre cet élément premier qui est quand même l'essentiel de nos travaux, c'est de créer ce lien social entre les voisins d'un même immeuble ou d'un quartier ou d'une ville, c'est de pouvoir leur permettre d'accéder à une information de proximité
en provenance d'un acteur de la vie locale, qui peut être d'abord l'acteur de l'habitat, le gestionnaire, le bailleur, ça peut être le promoteur. Vous n'avez pas cité les promoteurs qui sont tous nos grands clients. Pendant tout le programme de construction, etc., on est tous parano des informations sur l'évolution de la vie du chantier. Et naturellement, le promoteur utilise le réseau social. Et évidemment, les acteurs de la vie locale, les associations, le commerce et la mairie viennent acheminer cette information de proximité. Et donc, on vient trouver un espace de sa vie locale, de son quartier, avec les échanges entre voisins et l'information de la vie locale, les événements des associations, des commerces en bas de chez vous et de la mairie. Et lorsque vous rentrez dans votre immeuble, vous allez trouver non seulement la possibilité d'échanger avec vos voisins de l'immeuble sur tous les thèmes possibles, y compris l'organisation autour de la gestion, mais en même temps, vous allez pouvoir demander à votre bailleur, ou votre bailleur va pouvoir là acheminer une information en temps réel, parce que la panne de l'ascenseur, je ne la devine pas, ou le problème du chauffage, etc. Là, c'est une information qui vient à moi. Évidemment, je suis notifié, et donc je peux être sur mon mobile, et je me rends compte que le bailleur m'envoie une information, je clique et j'accède à cette information. Voilà un peu ce qu'est marésidence.fr, une plateforme d'entraide et d'échange, mais aussi d'information de proximité ancrée dans la résidence. Merci. Et alors, cette plateforme marésidence.fr, comment est-elle aujourd'hui déployée dans le secteur du logement social ? Alors, c'est très simple. Lorsqu'un bailleur souhaite créer du lien social dans son patrimoine, on vient créer les espaces de ses immeubles, de son patrimoine dans marésidence.fr. Il informe ses locataires. On a tout un kit de communication qui permet d'informer au travers d'affiches et d'autres éléments. Il informe ses locataires. Ces locataires viennent sur marésidence.fr. L'espace de leur immeuble est là. Ils s'inscrivent, parce que la CNIL les conduit à s'inscrire eux-mêmes. Ils s'inscrivent et ils sont aussitôt en relation avec ses voisins. Et le bailleur dispose d'une interface très simple qui va lui permettre de communiquer, d'envoyer une information en temps réel à l'échelle d'un ou de plusieurs de ses immeubles, de la totalité de son patrimoine. Et évidemment, ceci peut être différencié en fonction du gestionnaire, en fonction du secteur. Donc, le déploiement est très, très simple, parce que là, on ne touche surtout pas au système d'information. C'est complètement externalisé. C'est un Facebook territorial, c'est un Facebook des immeubles, simplement avec d'autres valeurs qui sont ceux d'utiliser le numérique pour servir la rencontre dans la vraie vie. Parce que là, on est vraiment dans la vraie vie en train de s'entraider et d'échanger. Et donc, à partir du moment où le bailleur a cette interface, il va pouvoir, s'il le souhaite, envoyer là des informations en temps réel, ce qui ne vient certainement pas remplacer son extranet. Au contraire, là, l'idée, c'est d'utiliser le réseau de proximité, non seulement pour créer le lien social et permettre à ses locataires de s'intégrer dans la vie locale grâce à la vie de quartier, mais en même temps de pouvoir rentrer en proximité avec ses locataires grâce à ce réseau social, et évidemment pour mieux les faire venir sur son extranet. Parce que lorsqu'il informe de la panne de l'ascenseur ou de je ne sais quel type de consultation, il peut sonder aussi ses locataires. Il pourrait aussi leur rappeler de se connecter sur l'extranet et utiliser finalement le fait de s'inviter dans la vie de ses locataires, entre guillemets, pour mieux les faire venir aussi sur son extranet. Donc on est un complément de l'extranet, et certainement pas un remplacement, parce que l'extranet a sa fonction. Et par contre, on vient naturellement accroître de manière énorme l'audience de cet extranet. Merci. Pour faire le lien peut-être avec la première intervention et le poids du progiciel, est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu développer des articulations, des interfaces avec justement ces extranets des bailleurs dont on imagine qu'ils auraient peut-être difficulté à animer à la fois leur extranet vis-à-vis de leurs immeubles et de leurs locataires, et un dispositif qui pourrait pour eux être externe? Est-ce que ce sont des évolutions que vous avez envisagées? On parlait tout à l'heure d'interface, d'interopérabilité entre différents systèmes. J'imagine que la panne d'ascenseur, elle sera plus traitée dans l'extranet que dans ma résidence. Est-ce que vous avez travaillé à des articulations entre ces dispositifs, ou est-ce que ce sont encore des perspectives? Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'interface avec l'extranet. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore, nous sommes en discussion très avancée avec un des plus grands bailleurs de France pour
installer effectivement depuis marésidence.fr un bouton qui va permettre directement depuis cette interface sociale de son logement d'accéder directement à des informations précises que le bailleur aura choisi. Donc l'interface par rapport à un système d'information et cette passerelle est pour nous techniquement très très simple, naturellement, et c'est le chemin que nous prenons, c'est d'aller à la rencontre des éditeurs par la réflexion de bailleurs avancés, et c'est le cas aujourd'hui avec un très grand bailleur. Donc nous ne l'avons pas encore fait, cette interface technique, cette passerelle, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on va faire très bientôt. Le deuxième élément intéressant, c'est lorsqu'on déploie ce réseau de proximité. Finalement, nous ne sommes qu'un tuyau. Il y a l'opérateur de réseau de voisins, d'électricité, l'opérateur de réseau téléphonique et autres. Nous opérons un réseau de voisins. Et c'est là où il y a un point vraiment très fort et très important, c'est le fait d'utiliser ce réseau de voisins pour venir accueillir des applications qui vont permettre à ces habitants, à ces locataires, d'activer du partage de ressources à l'intérieur de l'immeuble. Et donc, on peut avoir à faire du jardinage ou une chambre d'hôte commune ou mettre une voiture commune ou mettre une trousse de bricolage ou je ne sais quoi. Tous ces éléments, toute cette économie sociale et solidaire, elle n'est possible que s'il y a un réseau de voisins pour pouvoir permettre le partage. Et nous installons des applications dans les immeubles, une application de partage qui va permettre à ses voisins, à ses locataires, de réserver la chambre d'hôte, la voiture ou autre. À l'échelle, ça c'est à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du logement, c'est ce qu'on appelle l'immeuble connecté. C'est une réalité, ça c'est ce que nous faisons déjà. À l'échelle du logement, puisque dans la rubrique on a le quartier, l'immeuble, le logement, quand on rentre dans le logement, il y a la possibilité là de brancher ses compteurs. Et là c'est vraiment très intéressant. Outre le fait d'avoir une interface sur l'extranet, on a la possibilité de brancher là, si vous avez des téléreleveurs, on nous met en relation avec le téléreleveur, et puis le compteur électrique, le compteur d'eau, qui n'est jamais accédé par les locataires, je pense que tout le monde le sait, et bien là, il devient visible dans l'interface sociale du locataire, et évidemment, ça change tout. Il est visible dans son interface. Dès qu'il est mis à jour, il lui est notifié, et évidemment, on peut imaginer là organiser des éco-concours dans les immeubles, le voisin le plus éco-solidaire, etc. Merci. Peut-être une dernière question. Vous nous avez indiqué que le service était déployé chez beaucoup de promoteurs. Dans des organismes d'HLM, vous avez déjà déployé le service marésidence.fr ? Oui, bien sûr. De très nombreux. Et on atteint maintenant des taux moyens de 35% d'audience dans les immeubles. Il y a certains immeubles où on est à plus de 65%. Je ne parle pas des promoteurs où on est entre 80 à 85% de taux. C'est une réussite absolue. Nous sommes en train de signer les plus grands accords cadres, Eiffage dernièrement, Bouygues Sirmad et d'autres grands acteurs. Et puis, nous avons gagné un concours très intéressant que j'aimerais ici souligner parce qu'il s'agit de logement social. Vous connaissez Podelia, filiale du groupe 3F. Et c'est un PUCA qui a été initialisé par le ministère du Développement durable. Et c'est vraiment le logement social j'allais dire d'aujourd'hui ou de demain, et qui vient faire cohabiter non seulement l'exigence de lien social, mais aussi l'intégration dans la vie locale. Et là, dans ce PUCA, c'est un logement social qui va être construit dans le plateau de la Mayenne. Il sera construit par une filiale du groupe Bouygues, la société Qui, Podelia, et puis nous-mêmes. Et sur le réseau social, on va non seulement créer du lien social naturellement dans l'immeuble, dans le quartier, mais on va pouvoir mettre là à disposition les applications qui vont permettre de partager un certain nombre de ressources. Et les ressources qui seront mises en place, il y a 2 logements d'hôtes qui vont être mis à disposition. L'opérateur de voitures de la ville d'Angers va mettre à disposition 3 ou 4 voitures. Il va y avoir des ateliers de bricolage et de nettoyage mis à disposition. Et tout ça va passer sur le réseau. Et donc voilà exactement le cas typique où on vient par le réseau non seulement créer du lien social, mais permettre le partage de ressources et enfin pouvoir
accéder à une information, entre guillemets, en provenance de l'extranet, sans devoir aller faire l'effort d'aller sur l'extranet, ce que les locataires ne font pas. Ils ne le font sur aucune interface technique. Et donc là, je vais pouvoir très vite, sur cette même interface, avoir mon compteur d'électricité, mon compteur d'eau, éventuellement être notifié de ma panne d'ascenseur et en même temps partager mes ressources. Merci Charles Berdugo. Troisième intervenant, donc Henri Fournial. Vous êtes en charge de la coordination du chantier dématérialisation chez Erilia et vous êtes également directeur financier d'Habitat en Région Service, qui est la holding des caisses d'épargne qui porte toutes les participations dans les sociétés HLM du groupe. Dans un groupe plus large comme BPCE aujourd'hui, différents logiciels sont utilisés par les sociétés HLM. Quelle est votre appréciation sur le rapport, sur la bonne réalisation des missions essentielles de ces sociétés ? Alors, voilà, ça marche mieux. Voilà. C'est bon. Et effectivement, si nous avions été ici il y a un an, j'aurais joué à domicile, puisqu'en fait, j'étais encore banquier il y a un an et je suis aujourd'hui dans le logement social, donc un peu néophyte. Vous le verrez entre mes constats d'étonnement et mes premières réflexions concrètes sur le sujet. D'abord, peut-être un mot sur le groupe, en rejoignant Valérie Fournier, donc, qui anime Habitat en Région et dirige Habitat en Région Service. On a un groupe, pour ne pas faire très long, disons, dont la philosophie des membres sont des ESH de plein exercice sur leur territoire. Alors, il y a une certaine homothétie avec la philosophie des caisses d'épargne, qui sont également d'être, je vous laisse deviner la suite, des banques de plein exercice sur leur territoire. Donc, de fait, quand on regarde, pour en arriver à votre question, pardon, je tourne autour, mais pour c'est bien d'avoir le contexte. Sujet, oui, eh ben, on a, je pense, tous les éditeurs et tous les ERP du marché. Enfin, en gros, enfin, je ne les nommerai pas, mais voilà, un rapide échange nous a permis de voir qu'ils y étaient tous. De ce fait-là, la perspective d'avoir le même pour tous, parce que ça pourrait être le modèle opposé, était tout à fait improbable. Et de ce fait-là, les choses se présentent sous forme de diversité, et notre raisonnement est un raisonnement divers. C'est-à-dire que sur le projet du groupe, qui est en train de se construire, que les dirigeants présents là dans la salle, auxquels les dirigeants présents dans la salle sont en train de travailler, on arrivera à des projets. Certainement plein de projets, des projets avec des partages de moyens, et qui dit projet avec partage de moyens dit système d'information. Donc on entrera sur ces sujets-là au travers des projets, et non pas avec une vision un peu uniformisatrice de dire notre objectif, le groupe, c'est une seule plateforme informatique, un seul ERP, alors lequel, vous imaginez que c'est assez compliqué comme choix, et donc c'est pas du tout l'approche qu'on souhaite. Alors par rapport à ça et à la vision qu'on a de l'environnement, enfin de la digitalisation et de l'environnement numérique qui nous attend demain, alors c'est vrai, on était avec vous demain, avec moi on sera aujourd'hui, c'est-à-dire en chemin vers demain. On pense que, au fond, la diversité des approches qui sont mises en œuvre dans les différentes entreprises, elles sont autant d'opportunités d'avancer demain vers une bonne solution, et avec une mise en commun de moyens. Alors, au niveau du groupe, on sera aidé par... alors, il y a une personne qui nous a rejoint en début d'année qui va porter l'AMO projet et informatique, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est Micheline Suchot, qui vient du monde du logement social, voilà, avec qui je me suis un peu coordonné pour répondre à vos questions. Et donc, voilà, c'est une autre approche, mais qui est, où on envisage de façon à la fois sereine et positive cette numérisation de notre écosystème, englobant y compris les locataires. Donc la diversité des solutions ne vous apparaît pas aujourd'hui comme un obstacle à la transformation numérique qui est en cours. Et pour revenir sur le cas d'Erilia et prendre le projet plus concret de dématérialisation, comment ce projet s'inscrit-il dans la démarche plus large Cap Digital qui a été engagée ? Alors, donc, la démarche Cap Digital, qui est un projet de Bernard Ranvier, qu'il a mis en œuvre lors de son arrivée chez Erilia, à la direction générale d'Erilia depuis 2 ans. Voilà, je cherche Hubert Vogli-Massy, je ne le vois plus des yeux. Et donc, c'est un projet qui a été assez nettement conçu dans un esprit de rattrapage.
Voilà. Erelia est une société performante sur plein de sujets, mais il y avait un besoin d'adapter, de mettre à jour en fait, l'organisation de ces process. Il faut voir que beaucoup des dossiers d'engagement, de factures, des tas de choses, marchaient à pied d'un bureau à l'autre, en scooter d'une agence au siège, en escalier en montant à la direction générale, en escalier en redescendant à la comptabilité. Et quand même, beaucoup des process étaient ainsi conçus. Et donc, on a un projet qui a deux volets. Un volet dématérialisation. Je suis plus à l'aise pour dire ce mot-là aujourd'hui que je ne l'étais au début, avec 6 chantiers. Alors vous allez voir que les chantiers embrassent un petit peu tous les process de la gestion interne de l'entreprise, dans le fond. Un chantier de la chaîne engagement, enfin dématérialisation, de la chaîne engagement-paiement, du courrier, des dossiers locataires, des situations de travaux, de la documentation du patrimoine, de la mobilité du gestionnaire. On a pris un terme un peu plus large pour parler des EDL parce que ça pose un certain nombre de sujets qui tournent autour de rendre les gestionnaires ou les gardiens d'immeubles mobiles. Alors bien sûr, tous ces chantiers, ils sont étalés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les démarrer tous d'un coup, et voilà, ils sont étalés avec un dernier qui se termine en 2017. Il sera temps de voir s'il faut rallonger demain. Et puis ils sont séquencés, c'est-à-dire qu'il y a des chantiers qui... Alors le premier chantier qui se met en œuvre, c'est la dématérialisation de la chaîne engagement-paiement. Mais il y a des chantiers, par exemple le courrier avec les dossiers locataires qu'on ne peut pas laisser distants l'un de l'autre, et qu'on est obligé de démarrer le dossier, la dématérialisation des dossiers locataires quand on est dans le courrier, parce qu'il y a des sujets qui sont partagés, notamment d'indexation de documents, etc. Enfin, c'est un peu technique, pardon. Et puis le deuxième volet, qui est la refonte du site internet. Globalement, l'idée, c'est de renforcer les échanges et la proximité avec les locataires. Alors, certaines des fonctionnalités sont en place dans un certain nombre d'entreprises, qui sont par exemple le paiement en ligne. Voilà, on met en œuvre le paiement en ligne quand certains l'ont fait. Il y a de ça quelques années. La mise à disposition d'avis d'échéance, le téléchargement des assurances, et puis aussi la mise à disposition au travers des smartphones, d'applis qui permettent de rapprocher le locataire de l'entreprise, et notamment de signaler un certain nombre de dysfonctionnements. Ensuite, en matière de projet, je ne m'étendrai pas dessus, c'est une organisation classique avec des chantiers, avec des comités de pilotage, des comités de suivi, etc. etc. Ensuite, pour ce qui est de la relation avec l'ERP, alors je serai plus dans le ressenti, parce que je ne me sens pas assez d'expérience pour, mais on est dans une... Enfin, ce n'est pas un fournisseur comme les autres, vous l'avez bien dit, vous le savez bien, on est vraiment dans une relation de partenariat, et au fond, on est partenaire de façon à la fois comme deux alpinistes en cordée, voilà, et puis on est aussi partenaire comme deux boxeurs sur un ring. Voilà, on a ces deux positions-là de partenariat, et il faut bien faire jouer les deux pour ne pas rester seulement à la traîne de l'autre. Je dirais aussi, il est important, même si au début on trouve que c'est un peu une perte de temps sur certains sujets, de bien s'écouter. Voilà, quel est le projet de l'entreprise. C'est important parce qu'au fond, c'est un partenaire de long terme, donc c'est aussi important de savoir qu'il a des projets, quels sont ces projets, où est-ce que ces projets l'emmènent, et puis de lui dire, c'est la moindre des choses d'ailleurs, quels sont nos projets, sur le plan des systèmes d'information, sur le plan au fond aussi de l'entreprise et du groupe, comment on voit les choses, et c'est assez important. Et c'est vrai que sur le plan des négociations, ils ont une situation qui fait que, je pense que tous vous en avez fait l'expérience, le premier prix n'est jamais le bon. Et donc il est important, mais même dans la construction du projet, d'avoir un système qui permette de challenger le coût de la solution qu'on va souscrire chez eux. Quelque part, la philosophie que l'on a, c'est de dire on préfère un tout cohérent avec ses forces et ses faiblesses, que finalement un ensemble avec le meilleur de chaque module dans nos systèmes, mais avec toutes les difficultés d'interfaçage que cela peut créer. J'illustre ça rapidement avec deux des chantiers. On a je vous disais, dématérialiser les situations de travaux, c'est-à-dire mettre en œuvre la validation des situations de travaux au travers d'un extranet, permettre aux différentes parties prenantes d'aller sur un document qu'elles modifient, qu'elles valident, ou sur lequel elles font ce qu'elles ont à faire en temps réel,
quand on en a parlé à notre RP, pour ne pas le nommer, c'était visiblement pas dans le champ de ces sujets, de ces réflexions. Et donc, on est en train d'aller chercher une solution tierce. Et il y en a plusieurs sur le marché. Quand on a réfléchi au circuit de validation dans le cadre de la démat des bons de commande et des factures, il existe des solutions extérieures à notre RP. On a considéré que, compte tenu des interactions multiples, puisque ça ne fait qu'aller et venir entre le système ERP et puis le circuit de validation, il était important d'avoir une préférence pour l'outil proposé par notre ERP. Donc en fait, pas de position absolue, et simplement une réflexion un peu pragmatique pour choisir la solution qui est la plus intelligente pour l'ensemble du système. Voilà. Et dans le cadre de cette mission, nous sommes, je fais ma petite publicité, accompagnés par le cabinet de conseil LV2C, qui dispose d'une solide expérience en fait sur tous ces sujets et tous les prestataires. Peut-être plus globalement, pour peut-être conclure votre intervention, qu'attendez-vous comme retour sur investissement, on en a beaucoup parlé, de ces projets de digitalisation, de numérisation, et comment peuvent-ils faire évoluer l'organisation des sociétés et améliorer le service aux clients? Alors, c'est une bonne question, comme on dit. Et vous me remerciez d'avoir posé. Je vous remercie, ouais. Peut-être un point sur ces projets pour dire, j'ai découvert ce que vous connaissez tous, c'est que ces projets ont à la fois une dimension technique et une dimension d'organisation. Ils ont tous l'un et l'autre. Ça signifie que si on a traité un projet seulement sur la dimension technique, c'est qu'on est passé à côté de quelque chose, soit d'une opportunité de réfléchir à une organisation qui était plus efficiente, sachant que ce mot est un petit peu large, je reviendrai dessus, soit finalement on n'a pas eu envie, peut-être pour des bonnes raisons, de trancher sur un certain nombre d'organisations et de rendre cette occasion de transformer une partie de l'entreprise, voilà, et de préférer rester sur une organisation antérieure. Voilà, donc d'où la dimension management qui est très importante dans ces projets-là. Ensuite, pour en venir à votre question précisément, c'est dire qu'il y a 3 dimensions dans lesquelles on est rentré dans ce projet. Nous, on a souhaité trouver une traçabilité. Ce classeur dont je vous parlais, ou ce parapheur qui circule comme ça, c'est très difficile de savoir où il en est, et le processus est assez long, et il est fait de combines. Voilà, on appelle l'assistante au deuxième pour savoir si elle a vu passer, etc. Ou bien alors on a un système qui est comment dire, dématérialisé et dans le système d'information, et dans lequel, en fonction d'habilitations qui ont été raisonnablement réfléchies, chacun peut aller trouver soi-même l'information sans en déranger un autre et pouvoir apporter cette information. La transparence, et particulièrement dans le premier projet qu'on met en œuvre, qui est celui de la démat de la chaîne paiement. Voilà, ça met de la transparence dans l'acte d'achat. Concrètement pour Aerilia, c'est le fait que les factures sont dématérialisées sur un point central alors qu'elles étaient en fait saisies en agence, et ça permet de faire une vraie déconnexion des process bon de commande facture, et s'assurer qu'on n'a pas un peu un mélange d'une facture d'un bon de commande qui attend une facture pour partir, et d'avoir une meilleure transparence de ce process qui va avec tout un ensemble d'autres choses sur la fonction achat. Enfin, sur les gains, il y a des gains directs. Alors c'est vrai que le plus simple dans la dématérialisation, c'est de parler de l'affranchissement. Donc on dit voilà, peut-être 35 000 € de timbres qui sont économisés. Dans ces gains qui sont directs, moins chiffrables, il y a tout ce que sont les copies. On fait fonctionner des photocopieurs toute la journée, partout, etc. Et logiquement, ça doit s'arrêter et se calmer. La manipulation des documents, beaucoup de manipulations, et c'est pas la même chose que de cliquer sur une souris que d'aller se lever, d'aller chercher derrière un dossier, le sortir le document, rentrer, etc., etc. Les recherches sont plus faciles. Et puis, il y a le sujet qui me semble le plus important, qui est ce qu'on appelle les gains indirects, qui est, quelque part, ces projets sont des projets avec des gisements de productivité qui sont forts. On se rend compte souvent que le gisement de productivité, il n'est pas là où on fait le process. Toujours pour reprendre mon exemple, quand on décide de traiter les factures, la dématérialisation des factures en un point central, on va certes renforcer un peu une équipe, réorganiser et renforcer un peu une équipe en centralisé. Donc on va peut-être, en s'organisant bien, et puis ça dépend de la taille de l'entreprise, mais mettons avoir 1,5 ETP en plus. Mais on va, dans chaque agence ou dans chaque service qui fait de la saisie de facture, économiser 0,3, 0,4, 0,5 ETP. La chose, c'est que
on peut pas les additionner, enfin, on peut pas additionner et soustraire ces différentes choses, et que ça, c'est une vraie responsabilité du management de préparer vis-à-vis des équipes qui se voient un peu déchargées d'un certain nombre de travail, de préparer les tâches de demain. Il y a toujours des tâches de demain. Il y a des tas de choses qui ne sont pas faites ou peu faites et qui peuvent venir là. Il y a aussi la dimension, je dirais, à moyen terme, de dire que quand on est dans le cadre d'une agence, c'est dire, voilà, une agence, c'est tant de logements, et avec l'ensemble de ces process-là et de cette dématérialisation, on passe, je dis n'importe quoi, peut-être de 5 000 à 7 000 effectifs constants. Donc on prend un peu de confort le moment où on met en place, et puis on a digéré le déploiement du processus. Mais on se dit que voilà, on est dans cette organisation-là pour avancer pendant 1 an ou 2 ans, un peu comme au fond quand une ligne de métro s'automatise, eh ben, on se donne au fond 2, 3, 4, 5 ou 10 ans de tranquillité. Et voilà. Voilà, donc pour conclure ma petite intervention, c'est dire, nous on l'a beaucoup opéré, c'est vrai, dans le cadre du rattrapage, mais souvent quand on rattrape, on finit par passer devant ceux qui étaient, voilà, et donc c'est un peu le secret espoir qu'on nourrit. Bien sûr, être au rendez-vous de la digitalisation. Enfin, bien sûr, les locataires, mais ce ne sont pas toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et il est important comment dire, sur tous les plans, avec toutes les parties prenantes, d'avancer. Peut-être pour illustrer les choses, parce qu'on est ici avec des directeurs d'office et des dirigeants de SH, enfin des dirigeants des 2 familles, de dire que dans la dématérialisation des factures, on attrape le sujet de la facture électronique, bien sûr. Or, côté monde public, cette facture électronique, elle avance vite, et c'est un rendez-vous qui s'impose de plus en plus en fait aux prestataires par exemple des offices. Et quelque part, quand ces prestataires-là se seront équipés du système de fabrication, je sais pas, on peut dire des factures digitales, ils vont se tourner naturellement vers leurs autres clients, puisqu'on partage beaucoup de prestataires, en disant, ben voilà, j'ai ça, je vous envoie ma facture électronique que nous, on sera plus en mesure de refuser, de plus en plus, et il faudra la traiter. Et donc, la digitalisation, c'est aussi avec la partie prenante, voilà, fournisseur, et c'est avec, je ne citerai pas plus d'exemples, mais on voit bien que ça s'applique au fond à tous les champs, y compris le champ institutionnel et la relation avec la collectivité locale. Bref, pour dire qu'on a confiance dans notre capacité à rentrer dans ce monde de la digitalisation, et puis ça fait un beau challenge pour ceux qui en sont chargés. Merci. Donc c'est encore plus un investissement pour l'avenir. Merci Henri Fournial. Donc notre dernier intervenant, Pierre-François Gouifès, vous êtes président de la commission numérique de la Fédération des ESH, et vous assurez aussi la direction groupe en charge du numérique de la SNI. Et votre direction pilote le plan stratégique numérique que le groupe SNI, qui a été un des premiers dans le secteur, a élaboré et publié dès 2013. Et avant de revenir sur votre perception des acteurs du numérique, pouvez-vous nous présenter rapidement les 3 axes principaux de ce plan stratégique qui concernent les collaborateurs et les outils internes, les relations clients et partenaires, et enfin les données patrimoniales? Oui, merci de me donner la parole. Excusez-moi pour mon retard. Je suis auprès du président, M. Palmaro. Juste pour parler un tout petit peu avant de répondre à votre question sur la commission numérique de la Fédération des ESH. Donc c'est quelque chose qui a été créé il y a à peu près 1 an, un petit peu moins d'1 an, qui organise d'ailleurs dans 2 jours une journée d'accueil des startups, qui est le premier, je crois, organisé dans le secteur du logement social, auquel vous êtes tous aimablement conviés. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de place, mais enfin, globalement, on en organisera probablement d'autres, parce qu'on a plutôt un bon succès. Et le positionnement qu'on a pris sur ce sujet, comment on a été un peu en phase de découverte au début, c'était un peu un sujet de sensibilisation des dirigeants comme vous au sujet du numérique dans un secteur qui est, à mon avis, le secteur immobilier en général et le secteur du logement social, qui est un secteur immobilier avec fortement réglementé, fortement régulé, parce que on met en œuvre une politique publique, pas forcément un secteur très en avance par rapport à d'autres segments de l'activité, même par rapport à d'autres segments de l'activité immobilière. Donc il y a une dimension
Sensibilisation des dirigeants, qui devrait se traduire par... le numérique serait le point focal du prochain séminaire du Conseil fédéral de la Fédération des ESH l'été prochain. Et d'autre part, essayer d'identifier ce qu'on appelle des initiatives de place, c'est-à-dire des choses qu'on peut faire au niveau fédéral et qui dépassent les intérêts d'une entité particulière, parce que chaque entité a sa stratégie numérique, enfin, qui est un segment de sa stratégie générale, mais il y a effectivement une stratégie pour un groupement professionnel comme la Fédération des ESH ou comme l'Union sociale pour l'habitat. Voilà pour ce cadrage sur la commission. Sur le groupe SNI, donc, ce que vous avez mentionné dans votre question, c'est plutôt le plan stratégique tel qu'il a été initié en 2012, effectivement, je crois qu'effectivement lancé en 2013, qui a traité effectivement les problématiques un peu d'optimisation, enfin sur les trois segments que vous avez décrits. Plutôt des problématiques d'optimisation des modes de travail. Vous avez effectivement, il y a eu des choses qui ont été mises en place, la mise en place des états des lieux sur tablette, notamment dans l'activité résidence étudiante des FIDIS, et vous avez eu effectivement, et puis effectivement la digitalisation d'un certain nombre de fonctions support, notamment de la fonction RH. Vous avez eu un volet effectivement relation avec les locataires, avec deux projets phares, donc, qui sont des choses que beaucoup de vous doivent avoir. C'est effectivement le développement et l'enrichissement fonctionnel progressif d'un extranet pour les locataires, donc en donnant de plus en plus de services aux locataires sur ce segment, et le développement d'une chaîne de commercialisation, enfin d'un CRM, effectivement, qui est très utile vu les particularités du groupe SNI. Je rappellerai après pour dire effectivement. Et puis après, vous avez le sujet effectivement patrimoine, avec effectivement un enrichissement des bases de données locataires. Et puis ce que je crois la SNI a fait sur une échelle relativement large pour un organisme d'assez grande taille, parce qu'il y a des offices. L'office de Seine-Maritime, par exemple, qui a vectorisé l'intégralité de son patrimoine avec le logiciel Habila de l'ABO. Donc, effectivement, Eric Gimmer nous a présenté ce matin. Voilà. Donc, effectivement, il y avait historiquement les ESH de province du groupe SNI avaient fait l'objet d'une vectorisation de leur patrimoine il y a quelques années, et il y a un plan actuel de vectorisation de l'intégralité du patrimoine intermédiaire de la SEM SNI, et puis après des deux ESH franciliennes. Donc ça, c'était un peu la version 2012. Donc on est plutôt en train de rebattre les cartes par rapport à l'actualisation de ce plan et par rapport effectivement à un changement de structure du groupe SNI, puisque effectivement par rapport au plan de 2012, il s'est passé deux choses dans le groupe SNI. Donc il y a toujours effectivement le morceau le plus important du groupe SNI, qui est l'ensemble des 13 ESH du groupe SNI, donc à peu près 190 000 logements. Mais il y a effectivement eu en 2015, même s'il y avait déjà un mandat de gestion, la prise de contrôle d'Adoma, qui est sur un segment d'activité relativement différent, avec effectivement ces systèmes différents. Et d'autre part, il y a eu effectivement les différents projets de développement et de constitution de fonds concernant le logement intermédiaire. Donc vous avez une configuration du groupe qui a changé par rapport à la situation classique. Alors, donc, on est obligé d'un peu de réinterroger effectivement ce qui avait été défini en 2012, et qui est globalement dont les trois fruits principaux et objectivement très utiles. C'est la vectorisation des plans, ce qui concerne la gestion du patrimoine, qui est un projet qui se poursuit. C'est effectivement le développement de l'extranet, qui est un peu un must-have pour tous les bailleurs. Et enfin, mais que tous n'ont pas. Voilà. Beaucoup ont. Je veux dire, je sais pas s'il y a des gens de Batigère dans la salle. Mais par exemple à la commission numérique de la Fédération des ESH pour mettre en valeur, vice-président de la Fédération des ESH, le Batigère a depuis plusieurs années un extranet avec une triangulation entre le bailleur, le locataire et les fournisseurs, en fait. Donc, effectivement, l'intégration des données fournisseurs dans l'extranet, ce que la SNI est en train de développer n'a pas encore.
et puis dans l'extranet, et enfin effectivement la vectorisation, l'extranet et le CRM. Alors, donc nous, on a repensé, enfin pas tellement d'ailleurs en s'affranchissant, enfin ce qu'on est en train de faire, c'est de repenser ces sujets, ces enjeux numériques, en s'affranchissant assez largement des considérations techniques et technologiques, face à un environnement qui est changeant, et notamment ce qu'on voit dans l'environnement. Donc il y a quelque chose qui est très important pour le groupe SNI, c'est la commercialisation des très nombreux logements intermédiaires qui ont été mis en place depuis 2 ans à peu près. Et clairement, enfin là je vois bien l'environnement dans le champ de la commercialisation de logements, enfin, qui s'écarte un peu effectivement il y a vraiment une ébullition assez forte et des technologies et des acteurs et comment dire, enfin de l'écosystème de façon générale. Et en fait, souvent le choc numérique, il est lié à quasiment la montée en puissance d'un danger. Donc à la commission numérique de la Fédération des ESH, on disait voilà, il faut qu'on fasse attention, il peut y avoir des disruptions, parce que le mot est peut-être un peu moins à la mode maintenant par rapport à d'autres, mais globalement, le métier de l'intermédiation immobilière a été vraiment transformé avec l'apparition de 2 acteurs dominants, Se Loger et Le Bon Coin, d'où des initiatives de place. Donc nous, il y a vraiment des transformations dans ce domaine-là. Ce qu'on regarde par ailleurs, c'est clairement également les sujets patrimoine. Ça, c'est pas tellement de changement par rapport. Il y a le sujet des services aux locataires en segmentant un peu les services de base qu'on peut améliorer par quelque chose qui est intermédiaire entre l'informatisation, la digitalisation, la numérisation, éventuellement des bouquets de services complémentaires. Il y a le sujet des données, objectivement le secteur, par rapport à ce qui se passe dans des secteurs connexes du type assurance, il y a quand même, je pense qu'on est relativement, on en a moins besoin, et puis on a un secteur régulé, et voilà. Et puis après, il y a des sujets transversaux relatifs à la digitalisation de la société, les transformations des modes de travail. Donc voilà, ça fait à peu près le champ de travail qui est assez vaste pour une entité comme le groupe SNI. Merci. Peut-être en conclusion, l'écosystème du numérique que nous évoquions tout à l'heure évolue à grande vitesse. Vous avez parlé des startups de plus en plus nombreuses qui nous proposent des solutions qui sont parfois en rupture profonde avec les schémas techniques et financiers traditionnels. Quelle vision avez-vous de la trajectoire empruntée pour basculer avec succès sur ces nouvelles solutions, compte tenu aussi du poids du progiciel dans la performance de vos sociétés ? Alors, si on regarde effectivement l'ensemble informatique, SI, digitalisation, il peut y avoir plein d'organisations différentes. L'innovation, c'est certain. Donc déjà, l'expérience du groupe SNI, sur la partie progiciel, c'est quand même la dépendance par rapport au cas particulier à un éditeur qui s'appelle Sopra, puisque toutes les sociétés du groupe SNI sont soit principalement sur ICOS, et puis Fidis c'est sous Ulysse. Déjà, la consommation, objectivement, considérable de temps dans le groupe SNI pour faire des migrations de logiciels ou même des montées de version. En fait. Chez Fidis, le passage d'Ulysse à Ulysse NG, et le groupe SNI, les ESH de province du groupe SNI sont passés de Prem à ICO. C'est quand même une consommation de ressources très considérable qui mobilise considérablement la société, et avec un peu une. Donc globalement, il y a essayer un peu maîtriser ou trouver des méthodes pour éviter cette consommation de ressources où finalement on fait toujours le métier de base. Donc il y a des considérants aussi. C'était d'ailleurs assez étonnant. On a eu une séance de la commission. Je sais pas, il y a des gens de Sopra dans la salle. De toute façon, je vais pas dire de mal, mais globalement ou de l'ABO. D'ailleurs, on avait fait une séance de la commission numérique où il y avait eu et l'ABO et Sopra qui étaient venus, qui étaient un peu dans une logique dormez braves gens en fait. C'est-à-dire on va continuer à Donc la numérisation, la digitalisation va passer par nos outils à nous et globalement continuer des bons clients sympathiques et solvables. Et donc je pense qu'il y a des choses. Donc il y a des sujets à mon avis
Ces logiciels sont inéluctables et donc il faut qu'ils soient organisés, qu'on en maîtrise le développement. Enfin, il y a le sujet quand même d'un outil un peu central qui est l'infocentre, qui est d'ailleurs un peu l'articulation entre récupérer ces données de gestion et les mettre à disposition de tout ce qui est production d'informations de gestion. Et probablement, il y a un lien, en tout cas, on peut dire un peu généalogique entre ces outils et ce qui apparaît dans le data analytics, qui est un peu le nouveau nom marketing de quelque chose qui s'appelait le business intelligence il y a 20 ans, des choses de cette nature. Et puis, il y a quand même aussi, en termes d'organisation des SI, les sujets qui probablement correspondent à une autre terminologie à la mode, qui est le mode agile ou des choses comme ça, c'est les logiciels frontaux. Et les deux logiciels frontaux au sein du groupe SNI, qui nécessitent certainement une gouvernance, des méthodes de travail différentes, qui ont des cycles, à mon avis, beaucoup plus courts, c'est l'extranet, la relation locataire de façon générale, et la chaîne de commercialisation autour du CEAM. Et après, par rapport au système, comme on fait effectivement la première journée, je ne crois pas qu'il y ait une tradition. Il y a quelques entités qui se sont... il y a des startups qui commencent à être bien identifiées dans notre secteur. On vient de faire une consultation pour la Fédération des ESH pour trouver un accompagnement. Alors, une présentation de consultants qui ne parle pas d'Intent Technologies et ne passe pas l'écrit. Donc, tout le monde parle de cette start-up, par exemple, et puis il y en a quelques autres. Donc là aussi, je pense qu'on est plutôt dans le secteur, parce que je vois, on est plutôt et le groupe, le secteur et le groupe SNI et les autres entités, on est plutôt en apprentissage. Vous pouvez avoir des sociétés ou des entités très avancées dans le secteur, mais globalement, il n'y a pas de méthode d'incubation. Il y a à la fois, à mon avis, le chemin à trouver entre être seulement dans une relation client à fournisseur avec ces startups, et à mon avis, c'est quand même le truc de base. D'avoir effectivement qu'on trouve quelque chose de commun. Puis après, vous avez un peu la problématique du partage du risque, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez en tout cas participer avec un certain niveau de risque à ces projets ou versus rester seulement dans une logique de client à fournisseur. En tout cas, ce qui se passe, c'est que globalement, les startups, on les voit plutôt comme des gens qui apportent des solutions à des problèmes de gestion nouveaux et en s'affranchissant objectivement assez largement des considérations techniques. Je pense que, par exemple, sur un enjeu fort dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un petit peu décalé peut-être par rapport aux organismes de logement social, qui est l'enjeu de la commercialisation, globalement, il y a un objectif de commercialisation à mettre en œuvre et après la technologie au service de l'objectif de métier, l'objectif de gestion particulier. Merci beaucoup donc à nos 4 intervenants. Alors, sous contrôle des organisateurs, on a, je pense, quelques minutes pour leur poser des questions. Et donc, on a beaucoup parlé et la parole est à vous. Et c'est toujours difficile de lancer une première question à 4h16. Daniel Palmaro. Oui, moi, je voulais juste intervenir parce que quand on a évoqué cette journée, on s'est tous dit qu'effectivement, on était vraiment très dépendant de nos éditeurs et qu'en fin de compte, quand on a, à la fin de cette journée, après ce que nous a dit Madame Joseph, c'est quelque chose qui paraît essentiel, c'est quand même de conserver la relation avec nos clients, d'être maître de nos données et de pouvoir nous développer à la vitesse que nous souhaitons. Or, c'est vrai que les éditeurs essaient d'inventer des choses qui marchent ailleurs, mais qui ne marchent pas pour nous. Les extranets, la demande de logement, il y a quand même un certain nombre de choses qui bug et qui nous posent des problèmes en coût et en développement. Et je suis très heureux d'avoir entendu plusieurs personnes, notamment Henri et toi aussi, Pierre-François, sur le fait qu'on peut parfaitement se satisfaire d'un environnement multisystème. Sachant que derrière, la clé, il me semble, mais c'est une question que je vous pose, la clé, c'est que quand on veut mettre en place des infocentres, donc maîtriser toute une série de data, il faut quand même internaliser un minimum de compétences. Alors, lesquelles ? Donc, qui veut répondre ? Pierre-François Guiffès ? Oui, de toute façon, je ne sais pas comment il y a au sein de la DSI du groupe SNI un monsieur, une équipe infocentre qui gère à la fois
l'articulation avec la connaissance des logiciels de gestion, et puis la gestion des demandes particulières. Enfin, je pense que, hélas, on est un certain nombre dans la salle à avoir connu ça, c'est-à-dire une montée relative au moins des impayés, du risque associé aux impayés. Et donc là, globalement, par rapport à cette problématique chaude à court terme, effectivement, il y a eu un développement assez lourd de toute une série d'aides pour aider les gens de la fonction recouvrement à assurer cette mission. Donc effectivement, à mon avis, c'est important d'avoir un minimum de compétences internes et de la réactivité, et puis ne serait-ce que pour savoir acheter des prestations aux externes. En tout cas, dans un vocabulaire assez classique dans des secteurs, il ne faut absolument pas abandonner la maîtrise d'ouvrage ou une sorte de maîtrise stratégique sur ces questions. Sur cette question des ressources humaines, Henri Fournial. Alors moi, je vais peut-être sortir ma carte joker de néophyte, si ce n'est que quand on est en mouvement dans un projet, les sujets comme notamment la constitution du dossier de la demande, etc., c'est facile de l'attraper. C'est facile à l'attraper. Même si c'est un sujet complexe, comme on est dans un projet en cours de constitution, on a l'intelligence pour le comprendre, avec la vision transversale qui permet d'attraper le sujet. Donc ce que j'en ai vu, des sujets un peu complexes, quand on est en phase active sur un projet, c'est assez facile. Ensuite, pour répondre... Alors, le groupe Habitat en Région ou le réseau Habitat en Région ne fonctionne pas de la même manière, mais quand une question est posée la même par un certain nombre d'organismes, l'idée et l'organisation qu'on propose, c'est d'avoir un chef de file AMO projet pour réfléchir avec tous sur un sujet comme ça et pour aller, c'est ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à éventuellement une mise en commun de moyens. Mais si une organisation ou un process adapté société par société suffit, ça le fait bien aussi, quoi. Merci Christophe Lwikowski. Pour répondre sur le décisionnel, moi je ne crois pas du tout au décisionnel comme un module des ERP. On a déjà du mal au sein d'une entreprise à se mettre d'accord sur la définition d'un indicateur. Alors au sein d'un groupe d'entreprises, c'est encore plus compliqué. Et puis on n'est pas dans le même contexte, on n'a pas les mêmes besoins. À Valoffice, on n'a jamais fait de décisionnel, si ce n'est en interne. Donc on extrait des données des bases et puis on les présente. Et alors en plus, concernant notre propre éditeur, alors lui, il est toujours en retard dans ses livraisons de modules décisionnels par rapport au reste. Donc ça pose d'autres types de problèmes. En fait, je ne pense pas que les éditeurs aient plus de moyens chez eux pour gérer du décisionnel que nous, on en met chez nous. Globalement, c'est un peu le parent pauvre. Sur ce que moi, j'en connais, côté Areon en tout cas. Merci. Une autre question à nos intervenants? Donc, tu continues? Oui, et puis une autre question, c'est qu'on en discutait à la pause, c'est qu'on développe chacun des stratégies, on a des outils ou des prestataires X, Y, Z, et se pose la question des connecteurs, se pose la question d'une mise en commun. Et bon, voilà, moi, la question que je pose, c'est à partir de quand on va développer une stratégie commune, peut-être de mise en place par nos fédérations ou par un certain nombre d'actions de grands groupes qui ouvrent la voie de manière très, très, très nette pour que on puisse avoir une des technologies agiles. Si on veut nous-mêmes être un peu agile, il faut peut-être que l'extérieur soit agile et ou peut-être aussi faire appel à des sites externes qui marchent. Et je pense que on va encore voir se développer d'autres sites comme marésidence.fr ou d'autres. Donc, quelle action collective on peut avoir? Pierre-François Gouffès. Oui, effectivement, dans ce qu'on a prévu de faire à la commission numérique de la Fédération des ESH, il y a le parti. Comme je l'ai dit, il y a un objectif qui est assez rempli d'ailleurs par ce type de manifestation organisée par l'AND, qui est effectivement la sensibilisation problématique. Mais je pense que l'autre côté, c'est effectivement ce que j'ai appelé les initiatives de place, ou des initiatives qui dépassent la capacité, l'intérêt, les moyens
d'une SH ou d'un organisme de logement social seul. Et bon, clairement, dans les problématiques identifiées sur lesquelles on a plutôt prévu d'avancer, c'est ce que j'appellerais de façon générale des sujets de politique industrielle, un peu, en tout cas de politique par rapport aux éditeurs, parce que là, globalement, je pense qu'on peut effectivement, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas dans les zones d'émulation et objectivement de concurrence qui existent entre les différents OLS, et puis il peut y avoir des stratégies numériques très, très différentes les unes des autres. Des sociétés, des offices qui ont tout vectorisé leur patrimoine, d'autres qui ne l'ont pas fait. Enfin, voilà, on peut y avoir vraiment ça. C'est vraiment des décisions qui renvoient à la stratégie des entités. Enfin, l'approche par rapport au BIM, est-ce que c'est plutôt sur la maîtrise d'ouvrage, est-ce que c'est plutôt pour la gestion des problématiques comme ça, mais trouver des choses, des intérêts communs, un peu à l'instar de ce que dans un domaine qui n'a rien à voir avec notre objet, ce qu'a fait, ce qu'est en train de monter la Fédération des ESH avec le groupement foncier, en fait. C'est d'acheter en commun du foncier en étant plus fort, en achetant des parcelles plus importantes, en les portant plus longtemps, en partageant les risques. Donc je pense que ces sujets-là peuvent être des sujets effectivement tout à fait pertinents. Enfin, en tout cas, on va essayer d'avancer là-dessus. Et c'est vrai qu'on a évoqué à la table ronde Abscis l'autre jour cette question de, entre guillemets, mutualisation d'un certain nombre d'éléments qui sont souvent effectivement pas dans le domaine vraiment concurrentiel. Et pour prendre des exemples très précis, on discutait tout à l'heure en aparté d'un certain nombre de connecteurs qui étaient développés pour des clients sur des progiciels avec des partenaires, et que l'éditeur de progiciel n'avait pas vraiment envie de mettre à son catalogue parce que ça va un petit peu à l'encontre de sa stratégie. Si nous, globalement, au sein de l'organisation professionnelle, on est capable d'afficher un peu de transparence par rapport à ces éléments-là, c'est sûr qu'on pourra peser plus ou faciliter les échanges pour les uns ou pour les autres. Et il y a peut-être d'autres éléments sur lesquels on pourrait mutualiser des réflexions sur des fonctions, sur des façons de faire, etc. Enfin, on a de très bons exemples qui arrivent, qui nous sont imposés, mais je ne sais pas comment vous gérerez le dossier unique, mais je pense que là, c'est un bon exemple de quelque chose sur lequel il y a un nouveau process à mettre en place, des impacts sur vos systèmes d'information. Alors c'est peut-être un peu plus concurrentiel pour les clients à qui on veut attribuer un logement, mais sur le process, il y a certainement des choses qui devraient pouvoir émerger, qui devraient peut-être pouvoir être étudiées de façon plus approfondie en interorganisme au sein de la profession. Patrick, tu conclus alors ou... Oui. Je crois que j'ai un micro-cravate, donc je peux me permettre le luxe de me promener avec une main dans la poche et un papier dans l'autre main. Daniel va conclure avec moi. Tout d'abord, on voudrait remercier tous les animateurs de table ronde, tous les participants aux tables rondes. Bravo. Merci pour vos apports. Merci à vous.